Rahman Rahim. Chers élèves, comme vous le savez, et suite à la décision prise par le ministère de l'Éducation nationale, qui vise à suspendre tous les cours dans tous les établissements de notre pays, et comme nous ne sommes pas en vacances, les cours seront dispensés à distance afin de vous permettre de poursuivre vos études en restant à domicile. Ainsi, nous avons mis en place un dispositif de continuité pédagogique et scolaire qui vous permettra de suivre vos cours dans des conditions optimales. Donc, je fais appel à votre sérieux, votre engagement et votre collaboration pour que nous puissions mener la barque à bon port. Je vais faire des capsules vidéo qui vont porter surtout sur l'étude de texte. Sûrement, on va travailler le reste du roman Le dernier jour d'un condamné. Je vais vous envoyer aussi des cours en PDF, surtout sur les techniques d'expression et de communication. Ça va être des mises au point, ça va être des leçons récapitulatives avec des exercices, et je vais attendre bien sûr votre retour avec toujours des exercices à corriger. Bien, alors aujourd'hui, mon intervention, ça va porter sur l'étude de texte, Dernier jour d'un condamné. Alors, je vais commencer par l'analyse du chapitre 26. Rappelez-vous ce que nous avons déjà dit en classe, que ce chapitre peut être considéré comme un chapitre très important dans tout le roman. Très important du fait que on peut le considérer comme un discours fictif que le narrateur adresse à sa fille Marie, et dans lequel il cherche à présenter sous forme d'un argumentaire des arguments pour abolir la peine capitale, en parlant du sort qui sera réservé à sa fille après sa mort, et puis le fait qu'il devra vivre sans vie, qu'il devra vivre sans lui. Ce texte peut être considéré par Victor Hugo comme un moyen pour convaincre surtout les gens qui sont pour la peine capitale à abolir cette peine qui est considérée par lui comme une des peines irréparables et injustes envers l'humanité. Le narrateur avance un ensemble d'arguments dans ce texte. Comme je viens de dire, c'est un texte qui est fictif, un texte que le narrateur cherche à envoyer à sa fille, Marie, la petite fille, et dans lequel, en réalité, il cherche à responsabiliser l'État, la société, de manière générale, en tirant l'attention sur les conditions des enfants des condamnés. Nous avons déjà vu dans le chapitre 23 le sort qui a été réservé à cet enfant, l'enfant d'un condamné à mort, le Frioche, et comment il a vécu dans la rue après la mort de son père, après qu'on a exécuté son père. Et il était obligé de grandir dans la rue depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 54 ans, où il était arrêté pour être condamné à mort. Et que le message qu'on a pu relever dans ce chapitre, c'est que la société, en réalité, c'est elle qui crée des condamnés et elle les exécute par la suite. Donc, le seul responsable de ces crimes
qu'on voit dans la société selon Victor Hugo dans ce chapitre, c'est la société elle-même, parce que lorsqu'il a exécuté l'enfant, le père de Frigoche, il ne s'est pas préoccupé de ce qu'il a comme famille. Est-ce qu'il avait une famille ou non? Et par la suite, l'enfant qui s'est retrouvé tout seul, et il commença par mendier. Ensuite, il devient un voleur, et à l'âge de 17 ans, il était arrêté et renvoyé à la prison pour y passer 15 ans. 15 ans de réclusion. Le problème, c'est que après avoir quitté la prison, regardez, je fais ce rappel-là, parce que normalement le chapitre 23 et le chapitre 26, ils ont quelque chose de commun, de fait que Marie, c'est elle-même la future Frigoche, future condamnée à mort. Donc après avoir passé 15 ans dans la prison, et à l'âge de 32, il a quitté la prison avec une décision ferme de devenir un homme honnête, de ne plus revenir à la prison, mais malheureusement, son passé le condamne. Son passé le condamne du fait qu'il est déjà un forçat, et donc on lui fermait toutes les portes parce qu'on ne voulait pas d'un ancien forçat. Il a cherché à travailler, à devenir honnête, mais la société lui a refusé cette deuxième chance. Et bien sûr, il était obligé de voler, de tuer pour survivre, mais par la suite, il deviendra un assassin, un tueur professionnel qui tue juste pour le plaisir, pour être arrêté enfin et condamné à mort. Qui en est le responsable? Eh bien, selon la société, selon Victor Hugo, c'est la société elle-même. Alors la même chose, le message, on le revoit dans ce chapitre 26. Le narrateur, lui, il craint le même sort pour sa fille. De toute façon, le texte, il est un texte argumentatif dans lequel il cherche à avancer un ensemble d'arguments. Alors le premier argument envoyé ou utilisé par le narrateur, c'est qu'il ne faut pas laisser un enfant orphelin. Et pour cela, le narrateur, il s'adressera à sa fille en lui disant par exemple, ton père, regardez la manière dans laquelle il s'adresse à sa fille, c'est une manière émouvante. Il cherche bien sûr à émouvoir le lecteur. Pauvre petite fille, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. J'espère que vous avez le roman entre les mains. Il faut suivre sur le texte. Donc là, il montre d'une manière émouvante que cette fille-là sera sûrement orpheline une fois qu'on l'exécute. Ensuite, le narrateur, il va montrer comment cette exécution, bien son exécution, aura des conséquences fâcheuses sur sa fille. Regardez, lorsqu'il dira un peu plus loin, tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Donc, une fille qui sera unique, qui sera la seule abandonnée dans le monde entier. Ensuite, elle continue par montrer que le futur, l'avenir d'un enfant de condamné est compromis. Donc, il est compromis. Regardez, il dira plus loin, en essayant toujours à
montrer, si vous voulez, cette vie misérable qui sera menée par sa fille par la suite. Que deviendra-t-elle? Que deviendra-t-elle en parlant ici d'elle-même, de sa fille? Est-il bien vrai que tu auras honte? Là, il se pose cette question. Est-il bien vrai que tu auras honte de moi? Regardez cette utilisation de futur. Est-il bien vrai que tu auras honte de moi? Avec un sentiment négatif, honte. Là, le point commun, en réalité, ce sont les sentiments. Tous les exemples qui sont utilisés par le narrateur s'appuient sur sa propre fille. Alors, parce qu'elle semble être l'unique raison pour laquelle il ne faut pas le tuer. Il cherche à dire comme si, s'il y a une raison à ne pas le tuer, c'est cette fille-là. Bon, regardez, dans tout le passage, dans tout l'extrait, il ne cesse d'avancer les stratégies qu'il utilise pour persuader. Alors, pour persuader, par exemple, il appelle aux sentiments familiaux. Et c'est pour cela, il utilise, comme vous voyez, les marques de la tendresse envers sa fille. Regardez les mots qu'il utilise. Petite Marie, bien-aimée, qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur. Ton père qui t'aimait bien. Des comparaisons. Ton petit cou blanc et parfumé, joli visage rond, les boucles de tes cheveux comme sur de la soie. Alors, toutes ces expressions qui sont utilisées, en réalité, le narrateur cherche à émouvoir le lecteur afin de le pousser à adhérer à sa thèse qui est abolir la peine capitale. En fait, le narrateur, comme vous voyez, il cherche surtout à impliquer le lecteur. Il l'implique, bien sûr, implicitement ici, en le prenant en tant que témoin. Donc il implique, il veut que le lecteur soit témoin et il veut que le lecteur se prononce sur cette décision de la peine de mort, sur cette sentence. Et pour renforcer encore cette implication, il utilise le registre pathétique avec des phrases exclamatives, comme vous voyez, avec des interjections qui traduisent les émotions du narrateur. Par exemple, « Ah, grand Dieu », regardez là ce qu'il dit, pour le bien de me tuer de sang-froid en cérémonie pour le bien de la chose. « Ah, grand Dieu ». Et puis lorsqu'il dit « Oh, c'est pour moi »,« Oh, c'est pour moi ». Donc, il a de la peine en parlant de sa pauvre petite fille. À chaque fois, il utilise « pauvre petite », parce que sa fille va se retrouver seule. D'ailleurs, il utilise « malheureuse orpheline ». Donc, c'est une expressivité forte utilisée à travers les phrases exclamatives avec les phrases interrogatives. Et c'est comme s'il voulait dire à la fin que il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Il ne peut pas échapper à ce sort. Il voit que ni lui ni sa fille. Alors lui, il est déjà condamné à mort. Il sera exécuté dans quelques heures. D'ailleurs, le passage, ça commence par il est 10 heures. Donc il ne lui reste que quelques heures. Mais sa fille aussi, une fois qu'il est exécuté, son exécution, c'est l'exécution de sa fille. Donc on voit l'utilisation de registres tragiques dans ce passage. L'impuissance du narrateur montre qu'il sera conduit à la mort. Il a été condamné par la justice. D'ailleurs, vous voyez l'utilisation du champ lexical de la mort. Tuer,
hein, mourir, plusieurs mots. Hein. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Pourtant, regardez, c'est ça l'ironie du sort. Pourtant, ces hommes, en parlant de ces hommes-là, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Oui, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ben, c'est ça l'ironie. Hein. Ces hommes qui tous me plaignent et qui peuvent le sauver, mais personne ne le peut. Hein. Donc, le narrateur, il a conscience du mal qui l'accable. Hein, et il sait qu'il va mourir. Hein. Il le sait, parce qu'il dit déjà, c'est moi qui vais mourir. Donc, il sait qu'il va mourir. Et puis, il dit, c'est pour moi. Hein. C'est-à-dire, cette préparation que nous sommes en train de faire, c'est pour moi. Hein. Et il dit encore, en s'adressant à sa fille, voilà ce qu'ils vont faire de ton père. Hein. Et il dit, ils vont me tuer. Hein. Donc la pitié est éveillée chez le lecteur. Et c'est ça l'objectif, hein, à éveiller la pitié chez le lecteur. Ainsi, le lecteur éprouve la pitié face à la situation du narrateur devant la cruauté du sort. La peine de mort est une pratique horrible. D'ailleurs, c'est ça le message de Victor Hugo. Sans vraiment s'en rendre compte, on se retrouve du côté de condamné. Et ainsi, Victor Hugo, l'auteur, il a réussi son plaidoyer. Hein. Il a réussi à nous mettre, peut-être même sans le vouloir, du côté du condamné. La prise de conscience du narrateur, on le voit, hein, parce que quand même, cet homme-là, il regrette ce qu'il a fait. Hein. Il le regrette en disant, oui, misérable, oui. Oui, et d'ailleurs, il l'a déjà dit, misérable, quel crime j'ai fait et quel crime j'ai fait pour l'humanité. C'est-à-dire, bon, quel crime j'ai commis en disant cela, il ne s'attendait pas à ce que l'ampleur de son crime aura des répercussions sur sa famille. Hein. Et c'est pour cela qu'il se pose des questions, hein, sous forme de phrases interrogatives, hein, en disant oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Hein? Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd du cri que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi? C'est moi qui vais mourir. Hein? Donc, c'est très émouvant. Hein? Et d'ailleurs, tout le monde attend l'exécution du condamné. Hein? Tout le monde est là pour attendre son exécution. Donc, ce chapitre, c'est une autre fois un plaidoyer et un réquisitoire. Un réquisitoire du moment où il attaque la société, il responsabilise du sort de la fille du narrateur, et en même temps il lui en donne une image féroce, barbare, cruelle, qui cherche à condamner une personne installée dans une cellule, et qui est en train de souffrir. Donc, le narrateur ici, il est condamné, il écrit, bon, comme on a dit, un discours fictif destiné à sa fille, dans lequel il persuade le lecteur de la souffrance morale que cause la peine capitale, surtout pour la famille du condamné, mais aussi sur l'état d'esprit du condamné lui-même. Hein. Donc, le chapitre, on peut le considérer comme un chapitre, un plaidoyer, comme je viens de dire, et un réquisitoire contre la peine capitale qui était vraiment réussie par Victor Hugo, du fait qu'il a utilisé des arguments
Il a convaincu et il a persuadé les deux. Hein. Lui, tantôt il convainc en utilisant des arguments logiques contre la peine capitale, tantôt il persuade en s'adressant aux émotions, à l'humanisme chez l'homme, et il en a réussi. Voilà, on arrête là et on continuera dans une séance prochaine. À bientôt.